Oh, il est joli cette émission. Ouais, très sympa. Hop, je pense on est tout bon là, on est en ligne normalement. Si je dis pas de bêtises. Ouais, j'ai l'impression aussi. Hop, est-ce que du coup, ah François, si tu peux nous dire sur le chat, super, top. Bon, on va laisser les participants venir tranquillement, mais on va quand même se mettre on va quand même se mettre tout de suite dedans parce qu'on est là pour parler productivité. Donc, on va démarrer à l'heure. Déjà, bonjour à tous. Ça fait hyper plaisir de parler de ce sujet de entrepreneur, entre parenthèses, et parents, comment booster sa productivité. Et pour parler de ce sujet, du coup, c'est Henri qui va nous décrire un petit peu comment lui, il gère tout ça. Juste avant, petit message pour nous présenter. Je vais commencer de mon côté, et puis Henri, tu prends le relais si tu veux juste après. De notre côté, donc moi je suis le cofondateur de Trustfolio. Trustfolio, qui on est, qu'est-ce qu'on fait? Notre métier, on est tiers de confiance pour booster les recommandations clients en B2B. Donc concrètement, notre métier, il est double. On a développé un logiciel d'avis client en B2B et on a développé aussi un logiciel de parrainage client en B2B. Et on accompagne 300 super belles entreprises, dont Avisio, dont Henri va nous parler tout de suite. Ouais, moi, Henri, je suis le cofondateur d'Avisio, qui est un ensemble de boîtes de services à destination des startups pour gérer tous leurs problématiques talent tout au long de leur croissance, donc depuis le recrutement, la RH à temps partagé, l'évaluation des talents et plein d'autres choses. Et donc, effectivement, je crois que je suis un des utilisateurs early stage de Trustfolio et ravi. Ça fait partie des quelques SaaS que j'ai jamais rebenchmarké plus tard. Peut-être que je Top. rebenchmark d'ailleurs. On en parle juste après. Euh, Du coup, l'idée, c'est de parler productivité. Et donc, il y a pas mal de sujets. Il ne faut pas que ça soit que un échange, Henri et moi. L'idée, c'est que ça soit aussi un ping-pong. Donc, n'hésitez pas dès que vous avez une question, des choses qui vous passent par la tête, enfin, des questions que vous avez vous. On est vraiment là plutôt pour créer un échange entre entrepreneurs. Donc, au plus c'est dynamique, au plus c'est interactif, au mieux on se porte. On va bien évidemment avoir une petite vingtaine de minutes où on a bien bossé le sujet avec Henri, donc on a pas mal de choses à dire, mais n'hésitez pas à mettre des questions en live, moi je les regarderai pour qu'on puisse soit les réinclure dans l'échange, soit les traiter après. Mais l'idée c'est que ça serve à tous et qu'on puisse en tirer un maximum de valeur parce que la problématique du temps et de la gestion du temps est quand même clé dans notre métier d'entrepreneur. Et du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Quand on a commencé à préparer ça avec Henri, je lui ai demandé un petit peu quelles étaient les erreurs qu'il avait commises, lui, au tout début, en tant qu'entrepreneur, dans sa gestion du temps et de la productivité, et comment il s'est rendu compte qu'il n'était pas sur le bon chemin à ce niveau-là. Et Ouais, en fait, ce sujet du temps est un sujet, moi, qui me tient pas mal à cœur parce que, je pense qu'on est nombreux aujourd'hui dans ce cas-là, on a, en tant qu'entrepreneur, cette espèce de boulimie d'activités, de projets, de choses à lancer, où généralement on a effectivement sa boîte qui est son projet principal, mais on peut aussi avoir des side projects, du réseau à développer, des réseaux d'entrepreneurs à investir, de locaux suivants à jouer, évidemment une famille, évidemment des amis, etc. Et donc, plus le temps passe, plus la valeur du temps devient de plus en plus forte. Et c'est encore un sujet que j'avais à table aujourd'hui avec un interlocuteur, c'est de dire le plus tôt possible, il faut en fait pricer son temps et se dire les 2 heures que je vais passer à faire ça, est-ce que le plus rentable pour mon entreprise et pour moi, c'est de les passer à faire ça ou à payer quelqu'un pour le faire. C'est aussi cash que ça. Et de fait, cette observation-là de la valeur de mon temps, c'est clairement les premières erreurs que j'ai faites quand j'ai monté à Visio. C'est qu'en fait, je me suis rendu compte assez vite que je confondais parfois occupation de mon temps et agitation. C'est-à-dire, tu es en train de lancer une boîte, donc j'imagine qu'il faut tout faire en même temps, il faut tout lancer, il faut remplir ses semaines comme un dingue, il faut tout faire soi-même. Alors, ce qui est particulier, c'est que moi, j'ai passé 3 mois, quand j'ai lancé la vidéo, j'ai passé 3 mois seul, en solo founder, ok, avant que Max, que tu connais, me rejoigne. Ça a été les 3 mois les plus horribles de ma vie, parce que vraiment tout seul, je suis pas très bon. Je suis un animal social, encore plus que n'importe qui d'autre, je crois. Et effectivement, j'ai perdu énormément de temps, j'étais très mal organisé, parce que notamment, j'avais pas de ping-pong intellectuel pour me dire, tu vas faire des conneries où tu fais des conneries, où tu utilises ton temps à mauvais escient. Et notamment, j'ai des souvenirs vraiment
assez précis et assez terrifiant de ces vendredis soirs où tu viens de passer une semaine à je me souviens, j'ai passé une semaine à déployer tout un tooling autour de la facturation par abonnement. Ok. J'ai fait ça nickel. J'ai même, comme j'étais fauché, j'ai même traduit et qu'il fallait payer 50 balles par mois de plus pour avoir la version avec les traductions natives. J'ai traduit tous les boutons de toute la plateforme d'abonnement, etc. J'ai sorti un charge-be absolument nickel. Et le vendredi soir, j'ai fermé mon PC et je me suis dit, mais en fait, je pense que l'abonnement, c'est pas une bonne idée. Il vaut mieux que je fasse du one shot. Et, Ok. et en fait, tu montes sur ton scooter, tu sors tu fermes ton PC, tu sors de ton bureau, tu prends l'ascenseur, tu montes sur ton scooter et dans l'espace de 3 minutes, tu as réalisé que tu venais de cramer ta semaine à faire un truc totalement inutile parce que c'était pas dans la bonne phase, c'était trop tôt, trop tard, etc. Ça, c'est vraiment un coup au moral quand tu pars de zéro et quand tu montes ta boîte qui est super dur et c'est arrivé deux, trois, quatre fois. Des trucs où tu passes un mois à faire alors pas à temps plein, mais un mois à faire ton site tout seul. Ouais. Tu fais une landing page tout seul. À la fin, elle est pourrie. Tout le monde te dit qu'elle est pourrie. Tu as passé un mois tout seul et tu aurais pu pendant ce temps-là aller chercher des clients. Donc, vraiment, les plus grosses erreurs que j'ai fait, ça a été une erreur d'allocation de mon temps et de me dire, je vais faire les choses, je vais investir mon temps parce que j'y arriverai et on n'est jamais mieux ça va y voir soi-même. Et ça a été clairement les plus grosses conneries que j'ai pu faire au début. Et ça, toi, du coup, ça se traduisait par un vendredi soir où tu sortais de ta semaine en disant bon, bah là, en fait, j'y ai passé ma semaine, c'est complètement con et j'y ai rien gagné et c'est même pas si satisfaisant ce que j'ai fait pour. Donc, en fait, tu avais une vraie frustration, quoi. C'est ça qui a Ah été un peu le point de bah, départ pour toi de te dire faut que je change ça, quoi. d'autant plus qu'on a tous, en tant qu'entrepreneur, connu ce moment-là de tic-tac, tic-tac. En fait, j'ai 18 mois pour monter ma boîte. Et au-delà de 18 mois, j'ai plus de chômage ou au-delà de 18 mois, il faut que je retrouve un job si ça marche pas. Donc, une semaine sur 18 mois, ben, c'est beaucoup. C'est 1,5% de ton temps que tu as perdu, quoi. Il te reste plus que 98,5% de temps de vie. On sent que tu penses vraiment que temps maintenant. Euh, et du coup, donc là, tu prends conscience que toi, il y a quelque chose que tu fais pas bien, que tu veux tout faire et que ça marche pas. Euh, donc du coup, que tu veux, enfin, tu veux commencer à te renseigner sur comment tu peux mieux faire les choses. C'est quoi comment toi tu vas chercher de l'inspiration? Tu te dis, bon, j'ai un problème de gestion du temps, de productivité. Où est-ce que tu vas chercher ton inspiration et sur quoi tu commences à te renseigner? Alors, pour l'instant, et tu m'avais posé la question en off en préparant ce call, j'ai Ouais. pas trouvé la Bible de l'organisation. C'est-à-dire le bouquin qui te dit comment être organisé. Je l'ai pas trouvé. Déjà parce que j'aime pas beaucoup lire des bouquins de productivité. Je trouve ça assez chiant et assez chronophage précisément, ce qui est paradoxal. Mais en revanche, je suis plutôt un boulimique de stack content et donc au milieu de la nuit, en faisant une pause de 2 minutes, en fumant une clope, etc. J'absorbe plein de trucs et c'est là que tu vas tenter des choses. Euh, je pense que la raison pour laquelle j'ai pas trouvé la Bible de l'organisation, c'est qu'en fait, elle n'existe pas parce que chacun a besoin d'une organisation propre. La clé, c'est d'être en permanence en recherche de nouvelles idées, de nouveaux types, de tiens, si je faisais comme ça, tiens, si je réadaptais mon vendredi après-midi, tiens, si en fait ma routine d'agenda, c'était pas la bonne, tiens, si la façon dont je traite mon adresse, ma boîte mail n'est pas la bonne. Je passe derrière l'épaule de quelqu'un dans mon équipe qui dit tiens, tu flagues tes mails comme ça, c'est marrant. Tiens, tu utilises cette extension, c'est très cool. Et ça, je trouve ça en tout cas, c'est comme ça que j'ai trouvé la plupart des bonnes idées. Ok. Donc toi, tu es tout le temps un peu en itération sur ces sujets-là où tu te dis que Ouais. tu vas tout le temps chercher l'inspi, etc. Et tu parlais Encore d'un bouquin. aujourd'hui, visiblement, il y a une boîte qui s'appelle ERA qui vient de sortir, HERA, qui sort un nouvel agenda. Bah, je suis le premier inscrit pour pouvoir être early adopter et tester, quoi. Ok. Tu parlais d'un bouquin. Moi, j'ai lu celui-là qui est pas mal. Il s'appelle La 25e Ouais, la heure. 25e heure ou Et la semaine de 4 heures, ça, ça, pour le coup, ça coûte pas cher de se prendre un petit abonnement Cooper et de bien des trucs. Mais encore une fois, tu vois, un bouquin complet, c'est 4 heures au moins. Et 4 heures à lire un bouquin, je préfère le snack, tu vois. ouais, Je ok. préfère l'article. Ok. Du coup, là, on va rentrer dans le cœur du sujet. Toi, donc, tu commences à te renseigner, tu prends de l'info à droite à gauche. Et je crois que la première chose que tu mets en place, c'est que en fait, tu fais reposer toute ta semaine, toute ton organisation sur ton agenda. En gros, tu rebascules tout sur ton Ouais, agenda.
En fait, pour moi, c'est le truc central. Demain, si vous voulez aller parler à Patrick Pouyanné, en Ok. fait, à une époque, j'ai fait ça comme méthode de prospection. Je suis un sales de base. Comme méthode de prospection, j'ai posé des rendez-vous dans les agendas de mes prospects. En fait, il n'y a rien qui t'interdit de faire ça. Et quand je relançais des prospects, souvent, je mettais un événement à 8h45 le matin en disant pensez à rappeler Henri de Lorgerie qui désespère de vous joindre avec un smiley. Et en fait, rien ne t'interdit l'accès à l'agenda de n'importe qui. Tu veux parler à Patrick Pouyanné, le patron de Total, tu peux lui coller un événement dans son agenda. Alors, c'est probablement que mon exemple n'est pas bon parce que Patrick Pouyanné ne doit pas avoir un agenda accessible, il ne doit pas être sur une G Suite, etc. Mais je pense que tu veux envoyer un truc à Stanislas Château, le patron d'Octo ou le patron d'Alan, tu le fais, ça passe, ça marche. En fait, l'agenda est un truc qui est très peu défendu et dont on ne se rend pas compte à quel point il est central dans la vie. Ton agenda, c'est ton temps et ton temps, c'est ton seul asset d'entrepreneur. C'est comme ça que tu fais ton business, c'est ton temps. Euh, et il y a énormément de gens dont on s'aperçoit, et moi c'est le premier, qu'en fait on subit son agenda. Et on est très très discipliné, on est un bon toutou à l'égard de son agenda. Tu vois, quand il y a la notif à droite de mon écran qui me dit team meeting, qui me dit webinar Trustfolio, ben en fait je clique et j'y vais et j'obéis. Je suis un petit caniche devant mon agenda. Et donc la première décision forte, c'est de dire, en fait, je ne vais pas subir mon agenda, c'est moi qui vais prendre la main sur mon agenda et qui vais faire en sorte que je choisis mon agenda. Et parce que je choisis mon temps, je choisis ce que je fais dans mes priorités. Je crois un truc qui m'avait frappé dans une de mes expériences chez Hoist, dont le patron, Julien Foussard, est un type qui a plein de qualités, plein de défauts, mais qui est un grand taré d'exécution. Quand on sortait de Codir et qu'on avait décidé que j'en sais rien, tel pivot ou tel nouveau business model était une priorité, il disait, maintenant, OK, avant de sortir, vous videz vos agendas. Ok. Et c'est-à-dire, bah si, vous videz vos agendas. On a décidé ensemble que la priorité, c'était de changer, c'était de faire ce pivot. Donc, tout est moins prioritaire. Donc, vos agendas sont vides et fermés jusqu'à ce qu'on ait réglé ce truc-là. Et donc, en fait, tu dis, mais c'est complètement dingue de faire ça. Mais c'est dingue, mais c'est efficace. Donc, en fait, tout devient moins prioritaire. Donc, on vide, on enlève les événements récurrents, on enlève les déjeuners, on enlève les petits-déj, on enlève les one-to-one. Tout ça dégage. Et la priorité, c'est ça, c'est la survie. Donc, tout mon temps est sur la nouvelle priorité et je bloque mes créneaux. Et donc, c'est à la fois dans la récurrence, c'est-à-dire je dois piloter mon agenda et le re-questionner régulièrement. Quelles sont les Ok. plages que j'alloue à mon temps de production profonde, de deep work, quels sont les temps que j'alloue à des réunions récurrentes, quels sont les temps que j'alloue au management, quels sont les temps que j'alloue à la finance, quels sont les temps que j'alloue au projet, quelles sont les plages que j'ouvre pour mes rendez-vous clients, pour mes rendez-vous talents, etc. Donc ça, c'est dans le récurrent. Cette récurrence, en plus, il faut la re-questionner très régulièrement. Est-ce que j'ai toujours besoin de ça? Est-ce qu'on a toujours besoin de faire un one-to-one toutes les semaines? Est-ce qu'on passerait pas tous les 15 jours pour les mecs seniors ou pour les gens confirmés? Donc ça, c'est dans la récurrence, mais aussi dans le one-shot, c'est de dire, ben, finalement, aujourd'hui, la priorité change, donc je dégage des choses. Je ne me laisse pas mettre en retard par quelque chose qui n'est pas important. Par exemple, je sais rien, un étudiant qui m'a sollicité pour son mémoire, un entrepreneur qui veut me demander comment j'ai ouvert tel marché. C'est super, je suis ravi de l'aider. Seulement, tout d'un coup, il y a une priorité plus forte. Je décale le rendez-vous. Je suis désolé, ça devient moins prioritaire. Si ça te va, on va se parler à un autre moment. Ok. Et Et donc, du coup, je ne me laisse pas coincer par mon agenda. concrètement, toi, tu arrives le lundi matin, donc je suppose que ton agenda, donc, tu le maîtrises, mais il s'est aussi rempli avec la semaine d'avant, les semaines d'avant, etc. Donc, tu as déjà un agenda qui est un peu rempli. Et si je comprends bien, chaque matin, tu es capable de vider complètement l'intégralité de ton contenu de la journée pour consacrer en fait ton temps à la priorité qui est venue déranger en fait l'agenda, quoi. C'est ça? En tout cas, si tu n'es pas capable de faire ça, si tu te sens une impossibilité de faire ça, ça veut dire que tu subis ton agenda. Je ne dis pas qu'il faut faire ça tous les jours, parce que sinon, effectivement, tu risques de perdre beaucoup en structure. Mais il faut être capable d'une certaine radicalité et de reprioriser, de reconsidérer régulièrement ces impératifs, et notamment les impératifs récurrents. Ok. Combien de Ouais, ça fois, c'est tu la vois, il y deuxième. a des trucs où tu dis le point marketing. Tu as un point marketing avec ton équipe marketing toutes les semaines. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire? Est-ce que
cette semaine-là, on a des choses à trancher. Est-ce qu'on n'est pas juste là pour se mettre dans une pièce? Ok. Et ça, c'est la deuxième chose que tu dis, donc être capable de tout vider et être capable de rechallenger hyper fréquemment tous les points qui sont les points récurrents Ouais. pour les réadapter, potentiellement le faire sauter sur la semaine s'il n'est pas pertinent, etc. De la même manière, euh, on ne confond pas, enfin, il ne faut pas confondre une invitation et une convocation. Ça, c'est vrai quand je suis entrepreneur, mais c'est aussi vrai quand je suis un salarié standard, enfin standard, parce que je suis salarié, et je Mm. bosse dans une équipe. Si je suis invité à une réunion, Ouais. pourquoi? Tu vois, est-ce qu'il est vraiment bien fondé que je m'y rende? Et c'est pas insultant que de poser la question à l'organisateur, est-ce que vous avez véritablement besoin de moi? Est-ce que j'ai besoin d'être là 100% du temps? Est-ce que je peux pas intervenir 7 minutes pour le dernier point? De la même manière, dans mon équipe, quelqu'un me bloque un créneau dans mon agenda pour dire point Henri. Bah, je suis désolé, mais s'il n'y a pas d'agenda, je refuse le point. Ok. Donc, soit le truc est préparé, on va tous les deux y passer du temps. Alors évidemment, je ne peux pas me faire passer pour un robot, tu vois. Quand quelqu'un me dit j'aurais besoin de te parler, sous-entendu, je me sens pas très bien qu'on parle, c'est bienvenu. Mais je vois qu'il y a un membre de mon équipe dans l'assistance, donc Thomas, tu viens me parler quand tu veux. Mais, mais si, mais en l'occurrence, si c'est juste parler revue de pipe, ou, enfin, tu vois, s'il n'y a pas un agenda, bah, désolé, mais une autre fois, quoi. Ok. Ouais, en sous-jacent, ce que tu dis aussi sur les invitations, si toi, elles sont pas contextualisées, que tu sais pas pourquoi en fait tu es invité, pose la question de pour quelles raisons tu dois te rendre à ce point et si les raisons sont valables à ce moment, tu y vas. Et si elles sont pas valables, tu es en mesure de refuser. Il faut Exactement. pas avoir peur de dire non, quoi. Surtout pas avoir peur de dire non, surtout pas avoir peur de dire est-ce qu'on a vraiment besoin d'une heure? Est-ce que tu viens de me bloquer un créneau d'une heure? Le créneau par défaut, c'est une heure. Est-ce que c'est une bonne idée? C'est probablement pas une bonne idée. Autre tips, par exemple dans vos calendly ou dans vos routines, le créneau, en fait, c'est pas une heure, c'est 45 minutes. En 45 minutes, on traite exactement la même chose qu'en une heure. En revanche, on a un quart d'heure pour faire les follow-up, traiter les 3 mails avant le rendez-vous suivant. C'est des choses très simples, tu vois, mais de dire mon temps est précieux. Et en plus, on le sait tous, on a un peu ce côté, c'est comme à la Dame Pipi de la gare du Nord, c'est toute heure entamée et du en entier. Bah ouais, quand tu te lances dans un truc, tu sais que entre le créneau de 45 et le créneau suivant, tu vas pas faire grand-chose, tu vas pas être très efficace. Donc, il faut les remplir, les créneaux. Sinon, Ok. tu les perds. Et donc, du coup, toi, en fait, ce créneau-là, quand tu dis 45 minutes, ce créneau-là de 15 minutes, il va toujours te servir à faire ton récap. Comme ça, à la fin, tu es bouclé. Exactement. Ouais. À la fin de ton heure, c'est réglé comme un. Mais tu vois, quelqu'un m'a bloqué une heure et en fait, on traite le sujet en 20 minutes. Ben, je sais que pendant les 40 minutes suivantes, je vais un peu pétassouiller. Tu vois, ça va pas être Ok. génial. Ok. Et je lisais, tu m'as envoyé aussi un article où tu as écrit pas mal de choses sur la productivité. Il y avait un sujet sur les plages de rien. Ouais. Euh, ça m'intéresse pas mal, ça. C'est quoi cette histoire de plage de rien? Ça correspond à quoi? Alors, je pense que je sais pas si c'est personnel, si c'est très personnel et s'il faut le recommander, mais moi, j'ai besoin de plages de rien. Les plages de rien, c'est des plages où je n'ai rien, véritablement. C'est-à-dire, pas de coup de téléphone, pas d'impératif, pas de mail, pas mon portable dans les mains, pas de la musique dans les oreilles, pas une conversation avec quelqu'un, c'est rien. C'est-à-dire un silence intellectuel qui va permettre de laisser un tout petit peu divaguer. Et ce rien, pour moi, il a deux avantages. Il a probablement beaucoup plus d'avantages, mais un, la plage de rien, elle permet en fait à ton cerveau de laisser rebondir des choses et donc de tirer des traits entre des trucs. Moi, assez souvent, c'est plus tard, tu sais, c'est comme quand c'est le syndrome du racket au collège, quand tu t'es fait piquer ton goûter, ton BN par les grands. Pendant 2 heures après, tu dis putain, j'aurais dû lui répondre ça, ça aurait été stylé. Si j'avais répondu ça, je lui aurais bien claqué sa gueule. En fait, tu n'as rien répondu du tout. Mais souvent, les idées, elles viennent après, quand les choses, le sédiment se dépose un peu. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est la nécessité des plages de rien. C'est aussi la condition sine qua non pour arriver chez soi dans sa vie de famille en étant redescendu. Et notamment, moi, ma plage de rien, c'est mon temps sur mon scooter. Ok. Je refuse impérativement de m'installer un casque téléphonique sur mon scooter parce que je tiens vraiment à mes 23 minutes, matin et soir, de rien. Et où en fait, je laisse un peu divaguer, tu vois, parfois je rédige des mails dans ma tête, parfois je me dis, tiens, comment est-ce que je vais adresser ce sujet? Tiens, ça me fait penser à ce que m'a dit ma collab ce matin.
Donc, cette plage de rien, sans rien vraiment, sans portable, sans musique, etc., elle est extrêmement précieuse. Et je pense elle tient aussi à un équilibre de santé mentale où on a besoin de couper, quoi. Et c'est d'ailleurs, on n'a pas encore abordé le sujet famille. Mm. Pour l'instant, on n'a parlé que de productivité, mais effectivement, on est complet quand on intègre la vision de son organisation pro et perso, surtout quand on est entrepreneur. Euh, le quart d'heure où tu coupes entre les rendez-vous, c'est aussi pour arriver avec le cerveau disponible. Et rentrer chez soi avec le cerveau indisponible, c'est l'assurance, pendant que tu es en train de donner un biberon ou pendant que tu es en train de raconter une histoire, de checker, tu vois. Je vais pas les ouvrir les notifs, mais je vais checker les notifs quand même. Mm. Qu'est-ce qui arrive sur mon téléphone? Je vais être sur autre chose. Quand tu as eu ta plage de rien, c'est beaucoup plus facile d'arriver détendu. Ok. Et j'ai peut-être une dernière question sur l'agenda, parce que c'est vraiment aujourd'hui, toi, ce qui est central dans ta productivité. Concrètement, là, si je prends une journée type chez toi, alors je sais qu'il n'y a pas de journée type, mais ton Si. agenda, il ressemble à quoi aujourd'hui? En fait, bon, il y a beaucoup des éléments de mon agenda qui sont inscrits en négatif dans mes paramètres Calendly. Donc moi, je vis sur Calendly. Ok. Euh, et donc, il y a des moments où les plages sont fermées parce que je fais du temps de focus. Et donc, personne ne peut la prendre parce que je travaille. Euh, et puis, il y a, après, souvent, je le requalifie assez souvent, ma semaine type, de dire, bah, je sais que j'ai besoin, pour mes clients, par exemple, pour les prises de brief avec des clients, ou les rendez-vous commerciaux avec des clients, j'ai besoin d'avoir un peu des créneaux certains matins, des créneaux l'après-midi, etc. Et donc, je paramètre mon calendrier pour que mes clients puissent prendre des rendez-vous à tel ou tel moment. De la même manière, je sais que bah, je valorise beaucoup mes déjeuners. J'ai 5 déjeuners dans la semaine. J'ai 3 déjeuners clients, euh, un déjeuner réseau et un déjeuner interne. Ça a toujours été comme ça et c'est comme ça que je m'y tiens. J'en avais parlé dans un article sur la construction du réseau. Je m'impose d'avoir, si vous vous imposez d'avoir un déjeuner réseau sans objectif par semaine, ben, à la fin de l'année, vous allez rencontrer 47 personnes en comptant les vacances. 47 nouvelles personnes, et ça, c'est une Les richesse va incroyable. quoi? C'est très important, les vacances. On va en parler juste après. Donc oui, mon agenda est un mélange entre une rigidité monolithique et une souplesse totale parce que tout doit pouvoir dégager au regard de la dernière priorité. Ok. Ok. Tu l'as un peu, tu as commencé à l'évoquer, le sujet famille, le sujet vacances. Euh, Entrepreneur et donc du coup parent, comment tu fais pour pas te laisser déborder par ton agenda d'entrepreneur et que ça du coup entre guillemets bouffe ta vie de famille. C'est quoi toi tes rituels, tes tips pour justement arriver à couper les deux? Et est-ce qu'il faut couper les deux en fait? C'est la question aussi. Il faut impérativement couper les deux. Enfin, oui, il faut couper les deux. Mais et s'il y a un mais, s'il y a un conditionnel, il n'est pas dans le sens qu'on croit. C'est-à-dire, il ne faut pas laisser de la place à son boulot dans sa vie de famille, mais en revanche, on peut tout à fait laisser de la place dans son boulot à sa vie de famille. Moi, je suis surpris parfois par la bienveillance avec laquelle je peux annuler un rendez-vous en dernière minute en disant je suis désolé, je dois filer chercher mes enfants. En fait, ça dérange personne. Tu vas pas du tout passer ni pour un mou, ni pour un type pas organisé. Non, mais il y a un impératif familial. Donc, l'impératif familial, évidemment, c'est un sujet. Tout le monde est ravi de te laisser ton congé pâte, ton machin. En fait, ça dérange véritablement personne. Il faut, en tout cas, pas du tout s'en complexer et pas du tout s'en excuser. En revanche, oui, il y a un impératif à couper. Tu vois, je vais pas faire un cours de bonne parentalité, mais il y a un impératif à couper. Et si c'est pas toi qui le sens, si c'est pas ton conjoint ou ta conjointe qui le sent, tes enfants te le rappelleront. Et ce jour-là, tu te sentiras bien con. Euh, mais oui, on ne travaille jamais le week-end. Enfin, moi, je travaille jamais le week-end. Il m'arrive de remettre, tu vois, de rouvrir mon PC le dimanche soir à 1 heure. Mais d'ailleurs, c'est souvent pour réagencer mon agenda, mais je ne travaille jamais le week-end. Et, euh, et quand je rentre chez moi, par exemple, en fait, j'ai un modèle et mon épouse et ma femme fait la même chose, c'est-à-dire que on rentre souvent assez tôt. Donc à 19h30 à la maison, on est à la maison tous les deux, presque tous les soirs. On a 1 heure de temps avec les enfants, 1 heure de temps ensemble, donc sans travailler. Il y a un, deux, voire dans les grosses périodes, 3 soirs par semaine où on retravaille. Et souvent, on retravaille ensemble. Mais du coup, quand on est ensemble, en couple,
ou en famille, bah, on n'est pas du tout au travail. En tout cas, on essaye. C'est pas très simple, mais on essaye. Euh, et puis Et ensuite, on peut retravailler. Mais mélanger les choses, c'est vraiment pas bon. ouais, là-dessus, ce que j'ai bien aimé, quelque chose dont on a parlé, c'est en fait, toi, ton agenda pro, il met très clairement aussi ce qui se passe dans ta vie perso. C'est-à-dire qu'en fait, tu Ouais, as, ouais. un hard stop à 18h30 où tu te dis aller chercher les enfants. Et Et c'est pas pris dans mon agenda perso, tu vois, c'est dans mon agenda. Et mon équipe, mes collaborateurs savent que le mercredi soir, il y a marqué rentrer tôt. Savent que, il y a marqué pédiatre enfant le jeudi matin. Enfin, tu vois, les choses sont. Pour le coup, il y a plus de porosité de ma famille vers mon boulot que l'inverse. ok, ok. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que tu arrives à trouver ton équilibre et que tu te laisses pas déborder par ton boulot parce que en fait, tu l'as coincé. Enfin, l'impératif familial est dans ton agenda dès le début, quoi. Ouais, et que j'ai la plage de rien qui me permet d'amortir. Ok, ok. Et sur ce sujet un peu productivité, est-ce que toi, tu as des moments qui sont dédiés à d'autres activités? Typiquement, je sais pas, une routine de sport, un peu un point de vue sur le fait de prendre des vacances. Bah, toi, je suppose qu'avec les vacances scolaires, ça doit quand même pas mal t'aider aussi là-dessus. Mais est-ce que tu fais des choses en dehors du boulot qui t'ont, toi aussi, permis de gagner en productivité ou tu as le sentiment que ça t'aide vachement? Bah, après, chaque truc est très personnel. Moi, je sais que j'ai essayé plusieurs fois de faire des sports perso, des cours, etc. Je suis incapable. En revanche, je suis dans mon groupe de copains, je suis un des derniers à continuer le rugby, qui est un sport qui est presque plus adapté à notre âge. Mais je joue avec des vétérans, donc avec des vieillards comme moi, voire plus vieux que moi. Et deux, tu vois, le fait d'avoir une obligation rythmée le lundi soir où je suis à l'entraînement de rugby et en plus collégiale qui fait que tu as une obligation d'y aller, sinon tu te fais chambrer. Ça, c'est la seule façon pour moi de continuer à intégrer du sport et dans un truc très, très perso. Mais sinon, et on en fait certains ensemble, j'ai effectivement plein d'autres choses. J'ai un club de business angel, j'ai un groupe stack de directeurs commerciaux dans lequel de temps en temps on fait des apéros, des choses ensemble. J'ai des copains. Donc oui, je garde de la place pour plein de choses. Je peux pas dire que je crois que je travaille pas mal, mais je suis pas un dingo, je suis pas un fasciste du travail. Je crois que je sais m'arrêter. Alors, ce qui est sûr, c'est quand tu as assuré la survie de ta boîte, c'est plus dur de s'arrêter, c'est plus facile de s'arrêter que quand tu parlais du compte à rebours des 18 mois de chômage en dessous, après lesquels tu meurs. Une fois que tu les as passés, il y a quand même des choses qui sont beaucoup plus faciles. Et tu as connu ça aussi il y a 4 ou 5 ans. Mais, donc oui, derrière, t'es moins, dans les moments de survie, dans les moments de survie, j'allais moins au rugby, c'est sûr. Ouais. Ouais, c'était un peu ce que j'allais te demander, c'est est-ce que ça t'arrive que toi le boulot en fait prenne tellement le pas que tous ces bons principes en fait sautent et que Bien ça va sûr, le dingue, ouais. Bien sûr, mais en fait, assez vite, tu es rattrapé par la patrouille parce que tu te retrouves défoncé, fatigué, à faire des bêtises, à engueuler tes équipes, à être plus irascible. Tu te rends compte que tu as perdu, tu vois, à avoir des mails qui s'accumulent parce que tu n'as plus tes plages de traitement de ton inbox. Quand tes routines, elles sautent, les routines, elles sont pas là pour rien. Si elles sont là, c'est qu'elles sont utiles. Si elles sautent, tu vois les choses assez vite. Ok. Et ça fait le lien un peu avec un sujet qui revient souvent sur un peu la procrastination. Globalement, quand tu es entrepreneur, tu dois faire beaucoup de tâches, arriver à gérer pas mal de sujets. Le risque, c'est aussi certaines fois de se perdre un peu en route et de se laisser absorber par quelque chose qui n'était pas prévu ou alors par quelque chose qui en fait ne sert à rien. Est-ce que toi, tu as un peu des astuces pour ne pas procrastiner? Donc, tu as tes plages de rien qui, a priori, te permettent de divaguer pas mal, mais est-ce que tu as d'autres trucs, toi, qui te permettent d'éviter de procrastiner ou de faire des choses qui servent Bah, à rien? dans les trucs standards, tu as, le classement urgence sur importance. Enfin, tu vois, qui est Ok. la matrice, Mm. qu'est-ce qui est urgent, pas urgent, important, pas important. Tu peux le faire en micro basique sur deux critères. Tu peux affiner, mais et tu peux dire, bah voilà les priorités. C'est une des façons de préparer tu vois, quand tu arrives, je sais pas à quelle heure tu arrives au bureau, mais si tu fais l'effort d'arriver 5 minutes plus tôt au bureau, sur une feuille de brouillon, de tracer le urgent, pas urgent, important, pas important, et de regarder desquels tu as tout de la journée, bah, en fait, elle va se prioriser assez vite. Et tu sais que bah, ouais, il y a un moment où faire la paye, c'est important et urgent. On est le 28 du mois, il faut que tu claques la paye. Et au bout d'un moment, quand tu as des choses qui restent, normalement, tu as une alerte dans ton inbox zéro, etc. Quand tu as des choses qui restent,
Soit c'est que bah, tu as un problème et tu as peur de facer ce problème-là. Si tu as un client qui gueule, tu le sais, tu sais, as ce mail du client pas content, tu dois le gérer, mais tu n'as pas envie de l'ouvrir parce que tu n'as pas envie de te le prendre dans la gueule. Euh, donc, soit il faut assumer de ne pas le faire et dire bah, ok, je perds le client, merci, au revoir. Mais il faut que ça te sorte de ta charge mentale. Soit il faut s'y confronter, mais assez vite, les trucs te sautent aux yeux. Ok. Je vais pas regarder s'il y avait des questions en parallèle. N'hésitez pas, moi j'ai peut-être encore une ou deux questions, mais si vous avez des questions, vous, faut y aller, c'est le moment. Euh, une question sur pareil, sur la donc, procrastination et la question plutôt sur la question des emails. Il y a plein de théories sur l'inbox zéro, terminer sa journée en inbox zéro, terminer sa semaine en inbox zéro. Voilà. Toi, tu es un ayatollah de l'inbox zéro, comment ça se passe? Et si oui, comment tu gères ça? Écoute, je suis un converti sur le tard. J'ai lu, bah, tu vois, dans la logique Snack Content, j'ai découvert sur Tribe, sur The Tribe, un article sur l'inbox zéro où je savais qu'il fallait un jour que je m'y intéresse. Et il y a un article de vulgarisation extrêmement facile, qui est absolument chambé, Ouais. et où en un quart d'heure, tu es onboardé sur une box zéro, je crois, dans une version un peu dégradée, mais de fait, ça a changé ma vie. Moi qui suis euh, je suis assez sensible, par exemple, au nombre de notifs sur mon téléphone. Je sais que quand j'ai des notifs qui traînent, c'est un poids. C'est bête, mais c'est un poids. Ok. Et donc, le fait de me coucher avec 100 notifs de mail, ça m'a fait donner une inspiration incroyable. Incroyable. Donc ça, c'est quotidien. En gros, à la fin de ta Ça, journée, il c'est faut débrouiller. quotidien. Je suis pas toujours en inbox zéro. Enfin, non, en fait, je suis toujours en inbox zéro tous les soirs. En revanche, mon to-do Louise dans les 24 heures est pas toujours vide. Donc, Ok. parfois, je suis pas assez impératif sur le urgent dans les 24 heures, bah, ça glisse dans les 72 heures. Oui, désolé. Ok. Ouais, je crois qu'il y a Erwan qui a mis deux, trois outils qui sont pas mal justement pour gérer ces sujets d'inbox zéro et parler de front et polymail. Alors, j'ai testé aucun des deux, mais Alors, ça pourrait front, être c'est sur la intéressant. je crois que c'est effectivement sur la multi Ouais, boîte mail, et Polymail, je connais pas. ouais, je connais pas, je vais regarder. Je vais voir. Bah, Et très bien, tu vois, ça fait partie des trucs ouais, à dernière question essayer. ouais, de mon côté sur donc Ah toi oui, en non, gros pardon. tu te formes. Excuse-moi, Ouais, je vas-y. rajoute un truc qui me fait dire. De la même manière qu'il faut essayer plein de choses, il faut pas hésiter à dégager plein de choses. Hmm. Ouais, Tu vois, par exemple, je sais pas si vous aurez des idées géniales, je n'ai jamais trouvé d'application de To-Do efficace. L'application de To-Do miracle, je crois qu'elle n'existe pas. J'en teste trois par an. En ce moment, je teste Kerm. C'est bien, mais ça ne m'a pas encore changé la vie. Euh, j'ai tout testé. J'ai testé Notion, c'est bien, mais c'est pas génial. J'ai testé. Donc à la fin, ça finit toujours avec mon cahier. Euh, mais donc à la fois, je suis toujours en recherche de chercher l'outil qui va changer ma life, et en même temps, bah, quand tu l'as essayé, quand au bout de 3 semaines, tu te rends compte que c'est plutôt un effort qu'un soutien, bah, ça dégage. Et on requalifie des trucs, tu vois, dans les petits add-ons de productivité et ça. Si c'est pas efficace, ça ouais. dégage. Et du coup, toi là aujourd'hui, tu utilises Calendly en outil. Calendly énormément, ouais. Calendly énormément. Alors, j'utilise quand même beaucoup Calendly Notion Slack, mais ça, je crois que à peu près tout le monde ici va l'utiliser. Qu'est-ce que j'utilise comme. Si, j'ai beaucoup de templates d'automatisation, tu vois, de templates de réponse, par exemple, Ouais. dans mes mails. Je fais beaucoup l'effort d'enregistrer mes mails pour pouvoir les réutiliser. Donc, j'essaye de pas répéter les choses. Je me suis mis dans les 2 dernières années à utiliser beaucoup la dictée. En fait, Ok. la dictée, les technologies de dictée sont en fait assez bluffantes et beaucoup plus puissantes que ce qu'on peut penser. Donc, c'est vrai avec le téléphone. Vous verrez souvent passer pour un con, mais je dicte mes SMS. Et en fait, ça marche très bien. Et ça fait gagner des précieuses secondes. La technologie dictée de Google Doc est très très bonne. Et elle est Ok. même plutôt meilleure que celle de l'iPhone. Euh, et donc, tu peux tout à fait ouvrir un Google Doc. Alors, la technologie dictée euh, de Gmail est mauvaise, je trouve, alors que celle de Google Doc est bonne, ce qui est surprenant.
Euh, Erwan dit qu'on peut fier dictée native de Mac, double tap sur FN. Bah, tu vois, je vais encore Ok. d'apprendre un truc. Bon, ça, on va Euh, expérimenter. oui, voilà. Donc, oui, je dicte beaucoup. Ok. Et ouais, la dernière question que je me posais, moi, c'était donc toi, tu mets la productivité enfin, donc la gestion de ton agenda et la productivité rang au cœur de. Donc, tu t'es beaucoup formé là-dessus. Comment tu Ouais. formes ton équipe? Est-ce que tu formes ton équipe? Est-ce que tu es un peu pareil, un ayatollah là-dessus où tu auras dit, non, mais les gars, arrêtez de faire ça, vous allez perdre du temps, faites comme ça, etc. Enfin, comment tu. Alors, tu vois, c'était un peu mon point introductif, la raison pour laquelle il n'y a pas un bouquin qui s'appelle le guide ultime de l'organisation personnelle des entrepreneurs. C'est que chacun a sa secret sauce dans une certaine mesure. En revanche, effectivement, partager sur ses découvertes, oui, ça c'est top. Et on a effectivement, notamment en interne, on a un channel Slack qui s'appelle Cool Tools. Et dans Cool Tools, souvent, c'est des petits outils de productivité qui sont partagés. Ok, ok. Bon, de mon côté, Et c'est. donc, régulièrement, en fait, tu peux challenger la façon de faire, mais quelles sont les actions que tu délègues au quotidien et que tu conseilles à tous les entrepreneurs parents de déléguer? Hum. Alors déjà, il faut être dans un bon tandem amoureux et donc savoir qui fait quoi et de façon à ce que ça ne devienne pas un poids. Donc avec ton mari, ta femme, qui que ce soit, avoir une répartition très claire de qui fait quoi. Euh, alors évidemment, c'était une pente glissante de m'emmener vers la répartition, sachant que oui, fondamentalement, je pense que ma femme en fait un peu plus que moi à la maison, même si je me bagarre. Mais dans tout ce que je dois déléguer, je vais me faire huer, mais globalement, le planning des sorties, c'est un peu délégué. Ok. Et après, non, à la maison, le plus tôt possible, au bureau, pardon, le plus tôt possible. Moi, j'ai délégué beaucoup la partie administration du bureau. Tu vois, par exemple, on a pris très tôt une prestat chez Cavalerie. Ouais. Et puis très tôt, on a recruté ensuite une RAF, etc. Et on considère que le temps passé à faire de la relance de factures, à faire de la petite compta, etc., à commander des capsules de café chez Café Joyeux, etc., bah, c'était pas nous enfin, c'est pas là qu'on était le plus efficace. Donc ça, très tôt, on le fait faire. Idem sur tous les sujets de locaux. Moi, on a préféré aller chez Morning ou aller chez Deskeo, etc., de façon à pas avoir à gérer le Wi-Fi, le PQ, la femme de ménage, le machin. Bah, tout ça, c'est du temps perdu. Donc, évidemment, tout ça est contraint souvent ou en tout cas, tu t'inquiètes d'être contraint par tes finances. Mais en fait, il y a une époque où je tradais pas mal de choses en me disant, donc moi, mes 10 premières années de carrière, c'était de la direction commerciale. Et donc, pendant encore 1 ou 2 ans de premières années d'entrepreneuriat, j'étais encore capable de prendre des missions de conseil Mm. et de vendre. Tu vois, je sais plus, je me vendais 1200 balles la journée. Et donc, en fait, dans les 6 ou 8 premiers mois d'Avisio, je gardais, et Max aussi, gardait 1 ou 2 jours chacun par mois de conseils pour financer les bureaux, le PQ, les SAS, etc. Donc, parfois, tu peux te dire, bah, OK, plutôt que de faire des choses pas très, très rentables comme commander du PQ, est-ce qu'il vaut mieux pas que j'aille gagner 1200 balles tout seul comme un grand avec mon auto-entreprise en plus en faisant une mission de conseil et que les 1200 balles me fassent économiser 2 jours de temps que je délègue à cavalerie ou à quelqu'un. Ok. Donc, Ouais, donc, il faut être capable de penser ce trade-là. ce que tu as hyper vite, ce que tu sers en fait assez vite, ce que tu sors assez vite de ton agenda, toi, de ton côté, c'est l'office management, quoi. Tout ce qui est. Alors, l'office management, ouais. L'office management, je sors assez vite. Il y a pas mal d'éléments de marketing, de brand notamment, où bah, je suis pas bon, je suis pas bon. Donc, tu vois, on a eu très tôt recours à une agence. D'ailleurs, tu vois, la marque Avisio, ben, je l'ai tradé avec une agence, je l'ai troqué. Donc, en gros, je suis allé voir une agence de brand qui avait besoin de conseils sales, une agence de brand que tu connais très bien, Ouais. Thomas, qui avait besoin de conseils sales. Et j'ai troqué une journée de conseils sales contre 2 journées de directeur artistique, tu vois. Ok. C'était au début, c'était malin, c'était cool. Et donc, le logo Avisio, la typo Avisio, tout ça, ça a été créé comme ça. Ok. Top. Bah, écoute, merci beaucoup. Je pense que tu as répondu à la Erwan question qui dit, d'Aurélie, à mon avis, sur ouais, désolé Aurélie de ne pas être déléguer. exhaustif, mais oui, en tout cas dans la délégation interne, enfin dans la délégation au bureau, j'en ai un peu parlé, et dans la délégation à la maison,
Euh, Nous, en tout cas à titre de famille, on a fait pas mal d'efforts financiers sur le fait d'avoir plus d'heures de nounou Ok. et pour que, par exemple, c'est un truc bête, mais le repassage et les machines, on a mis 3 heures de nounou de plus par semaine. Et en considérant que c'était 3 heures où on n'était pas ni en train de s'engueuler, ni en train de faire des choses ou de ne pas être disponible pour nos enfants. Et il y a une époque où c'était une tension financière un peu plus forte. Et on considérait que c'était tu vois, de la survie, quoi. Ok. Ah, mais je pense que la conclusion, elle vient d'Erwan au final, c'est ce que tu disais, enfin, notre asset, c'est notre temps. Donc, il faut toujours faire un arbitrage entre si je le fais moi, ça va me prendre tant de temps et du coup, ça me rapporte combien. Et donc, du coup, être en mesure de dire, bon, bah là, en fait, il vaut mieux que je le délègue ou que je l'externalise parce que ça va me faire gagner tant d'heures et mon heure est très précieuse et elle vaut tant et elle vaut beaucoup mieux que faire ça, par exemple. Ouais, on est tous capables d'évaluer la valeur de son heure de temps. Euh, à une époque, effectivement, j'utilisais la capacité que j'avais à vendre mes journées de travail à 1200 balles à côté en consulting, mais il y a plein d'autres façons de le faire. Si tu sais développer des sites web, si tu sais, on est tous capables un petit peu de bootstrapper. Donc, ça peut être une façon d'évaluer son temps, mais tu peux aussi te dire combien je suis capable d'aller chercher de clients en une journée. Combien je suis capable de sortir de livrables si je fais du conseil en une journée. Combien je suis capable de sortir de leads de code en une journée. Et si ça t'aide à prioriser les choses, tu vas voir qu'il y a des décisions qui seront plus simples. Top. Merci beaucoup, Henri. Je t'en prie. C'était assez dense. Je vous propose à tous de faire un petit récap. De toute façon, il y aura le replay. Et puis, je vais essayer de faire un petit récap assez synthétique, pas quelque chose qui prenne des heures à lire. Donc, essayer de faire quelque chose plutôt sur une page que je vous enverrai à tous. Et pour information, donc là, c'était le premier webinaire d'une série de webinaires qu'on va lancer avec Trustfolio pour aider les entrepreneurs dans leur quotidien. Dans les deux prochains, on va parler notamment se construire une belle image de marque sur LinkedIn, comment réseauter sur LinkedIn, un sujet que tu aimes bien aussi, Henri. Et on a aussi un sujet sur comment construire une équipe commerciale quand on est entrepreneur. Donc, comment être soi-même le meilleur commercial de sa boîte. Et puis ensuite, à quel moment construire une équipe commerciale, comment la structure. Donc, on verra tout ça dans les mois qui viennent. Génial. Merci. Merci beaucoup de l'invitation et merci à tous. Merci à tous. Bonne soirée. Bye.